La France va devenir un baromètre sur l'une des foules les plus chaudes du monde du catch. C'est qui le plus fort entre Stallone et Schwarzenegger? Aujourd'hui, WWE, ils peuvent se dire, ok, mais c'est qui le plus fort entre Taylor Swift et Sabrina Carpenter? On souffre plus tant que ça de l'image les catchs c'est pour les gamins, etc. Comme tu parlais tout à l'heure d'André le Géant, revoir des catcheurs français, mais dans le rôle du catcheur qui peut devenir champion du monde un jour. Bonjour Internet, c'est encore moi, c'est El Famoso Todolf et je suis accompagné de Sturi, comment ça va? Ça va très bien, première fois ici à Bourg-en-Bresse au hashtag festival. Toi, tu fais partie des partisans qui disent Bourg-en-Bresse? Non, pas du tout, c'est parce que juste j'ai dit Bourg-en-Bresse quand je suis venu et plein de gens de Bourg-en-Bresse m'ont dit dans mes commentaires YouTube, on dit Bourg-en-Bresse. J'ai fait écouter, votre tout à vos règles, je m'adapte, je ne pose pas de questions. Mais je pouvais pas deviner. Non mais j'avoue, oui. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors à la base, créateur de contenu depuis 10 années sur YouTube et ma niche principale évidemment c'est le catch. Catch américain, catch japonais, j'essaye de m'intéresser, d'intéresser les gens à toute forme de catch lié de près ou du loin, on va dire à l'actualité. J'essaye aussi de parler de catch de manière historique, de son histoire et aussi de ce qui se passe en France, dans notre pays. Depuis 2020, bizarre comme beaucoup de monde, période pandémique, je me suis un petit peu plus tourné sur Twitch et donc désormais je jongle entre Twitch et YouTube toujours pour parler de catch. Je fais aussi d'autres petits trucs à côté, un peu de gaming des fois qui n'a rien à voir parce que ça détend, ça fait du bien. Et avant ça, bien avant ça, ce qui m'a amené à parler de catch sur internet, c'est tout simplement que j'ai depuis 2007 toujours été actif dans le milieu du catch en France. D'abord en tant qu'arbitre, puis après en tant que catcheur, puis après en tant qu'annonceur, organisateur, présentateur, commentateur. J'étais un petit peu un couteau suisse, j'ai fait beaucoup de choses, je continue de faire beaucoup de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma passion m'anime et m'a permis de me professionnaliser et à la ville de Bourg-en-Bresse de m'inviter aujourd'hui au hashtag festival. Et je suis ravi d'être là. Bah ouais, non mais en vrai c'est trop stylé. C'est vrai que la culture du catch en France, elle est un peu présente, elle est pas hyper présente. Elle a surtout été bien amenée par la campagne, c'était sur NT1 je crois. C'était à l'époque de la fameuse génération NT1, on les salue, on les embrasse. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un alignement des planètes. On arrive avec le réseau de la TNT, d'un coup on passe de 6 à 15, 16, 17 chaînes et les gens le samedi soir avaient le choix de regarder autre chose que Patrick Sébastien. Donc bah ça tombe bien, il y a du catch, on est curieux, qu'est-ce qui se passe et bim, on accroche direct, Batista, Rey Mysterio, Edge, Jeff Hardy. Undertaker direct. Undertaker, bien évidemment, on ne va pas l'oublier, Shawn Michaels, Triple H. Et en plus de ça, c'était sublimement narré par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qui ont totalement dépassé leur cadre de simples commentateurs. C'était vraiment devenu des voix et des icônes à part entière parce que leur complicité était assez légendaire à l'écran. Comme j'ai dit, alignement des planètes. Et de ce fait, il y a eu vraiment toute une grosse génération de fans qui s'est construite à cette époque-là, qui a perdu un peu le catch de vue parce que souvent à la période de l'adolescence, tout ça, on perd un peu le truc de vue et j'ai l'impression que c'est un peu en train de revenir en ce moment. L'effet nostalgie a assez bien fonctionné et des gens de plus en plus qui sont aujourd'hui dans la vingtaine viennent se réintéresser au catch parce que le produit a également évolué et je pense aussi, alors est-ce qu'on a un petit rôle à jouer là-dedans, mais moi c'est aussi un de mes travaux au quotidien, c'est d'essayer de faire de plus en plus de ponts entre le monde du catch et le monde de la culture geek, de l'anime où en fait on se rend compte qu'on a des codes, on a du storytelling, on a du drama, on est capable en fait de facilement faire des ponts et on souffre plus tant que ça de l'image les catch c'est pour les gamins, etc. Ça y est, on est en train de faire le travail que le jeu vidéo a fait bien avant nous. Mais c'est ça qui est bien aussi avec le catch, c'est qu'on peut s'identifier à n'importe quel type de catcheur. Il y a les gros bourrins, il y a les mecs un peu subtils, il y a les gros, il y a les petits, il y a les agiles. En vrai, c'est ça qui est trop bien. C'est vrai que moi, j'ai été identifié à Undertaker parce que je trouvais que son entrée était vraiment l'une des plus stylées. Vous avez un air de ressemblance. Il y a un peu de ça aussi, j'avoue. Ça va être la beubare et le fait que je sois mort déjà 2 fois. Mais très bien. Et j'avoue, oui, c'était pas mal. Et c'est vrai que tu parlais de NT1 et surtout des commentateurs. Et je pense que c'est ça qui a fait la diff. Ils étaient à fond derrière. Ils avaient une art. Ils étaient à 200% à chaque fois, quoi. Mais je pense, tu vois, quand tu me dis ça, je pense au monde de l'e-sport de manière globale. Quand le cast il est assuré par quelqu'un de passionné, de talentueux, tu accroches bien plus au produit. Moi, longtemps j'ai été, je vais pas dire frileux, mais j'étais pas totalement dans le train, je vais dire des grosses compétitions de tournois de Street Fighter, etc. Mais dès lors que j'ai entendu des gars comme Ken Bogart ou même actuellement des gars comme TPK parler de jeux de combat, bah en fait ils arrivent à dépasser leur cadre et à se rendre encore plus intéressant que le jeu peut peut-être l'être lui-même, même si
ils sont souvent très très complets, ils ont plein de mystères. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose de très très important, surtout que pour le catch, c'est un produit américain et il faut le retransmettre avec cette espèce de notion de culture française, avec des fois des vannes qui sont très propres à la compréhension d'un public français. Nous, pendant longtemps, en fait, par exemple, sur Canal+, le catch était commenté par des commentateurs québécois. Et en fait, leur culture est québécoise de ce fait. Et quand Christophe Ajus et Philippe Chéreau ont débarqué à l'époque sur RTL 9 au début des années 2000, il y avait des refs aux inconnus. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais catcheur? Un bon catcheur, il a un slip, il se bat. Un mauvais catcheur, il a un slip, il se bat, mais c'est un mauvais catcheur. Ouais. C'était beaucoup plus simple de faire des ponts avec cet esprit-là et pourtant j'adore les commentateurs québécois, mais qu'avec eux en fait. Donc ça a aidé, fatalement ça a aidé. Non, et puis ils ont amené aussi, j'ai l'impression, une culture très américaine en fait du commentary. Oui, ils étaient parfois en overreact et tout, mais c'est ce qu'on attendait aussi à un moment donné. C'est qu'on était à fond derrière les catcheurs et on accompagnait les commentateurs dans la réaction, quoi. C'est bien l'endroit où tu peux le faire, c'est le catch, parce que fatalement, en fait, c'est toujours présenté, c'est toujours un peu ambigu, c'est présenté comme un sport. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, voilà. La question, tu vois, elle se pose toujours 1 milliard de fois, mais c'est surtout là pour servir justement une histoire, un storytelling. Donc, si t'as justement des commentateurs qui en font des caisses, comme à l'époque les commentateurs de foot dans Olivier Tom, dans l'école des champions, tout ça, qui en font des caisses sur Mark Sanders remonte le terrain, etc. Il passe la balle à Tom et tout. Et le terrain fait 3 km. Faut overreact à fond la caisse pour rendre la chose épique. Et c'est ce qu'ont fait Christophe et Philippe à l'époque. Et c'est ça qui a fait que la connexion était encore plus forte. C'est ça qui est stylé. Et tu parlais aussi du coup de la communauté française qui a eu justement un amour particulier avec le catch à une certaine période et qu'elle se perd un peu, même si elle se renouvelle aujourd'hui. On l'a vu de toute façon, puisqu'il y a la WWE. Qui était en France, vers Lyon, non? Un truc comme ça. Elle était pas loin, c'était à Lyon, c'était au mois de mai. On a eu 12 000 personnes à la LDLC Arena. Et c'était assez impressionnant. Même les catcheurs étaient impressionnés de la hype et de l'ambiance qu'il y avait là-bas, quoi. C'était pas seulement impressionnant pour le public, c'est aujourd'hui encore, c'est un show internationalement qui est reconnu comme une des ambiances les plus folles de l'histoire de WWE. Et je tiens vraiment à mettre un gros accent là-dessus. Ça a impressionné tout le monde et aujourd'hui, dès lors que la WWE quitte les États-Unis et vient se produire comme là il y a peu de temps en Allemagne, comme elle l'a fait en Écosse et comme elle le fera dans d'autres pays internationaux parce qu'ils ont vraiment une envie désormais d'aller conquérir le monde encore un peu plus, la France va devenir un baromètre sur l'une des foules les plus chaudes du monde du catch. On est la valeur étalon du catch, putain, yes. Et nous, on s'en rend compte encore plus sur la scène locale où moi régulièrement avec Bangers on Wrestling, qui est une structure du nord de la France, on organise des shows en région lilloise à Fâche-Tuménil. D'ailleurs, 1er et 2 novembre, il reste des places, venez nous voir. On ressent en fait cette énergie. Il y a 1 millier de personnes, mais c'est une ambiance de fou. En fait, dès le lancement de la première sonnerie de cloche jusqu'à la fin du show, c'est limite les catcheurs ont presque envie désormais de s'arrêter de combattre pour regarder l'énergie du public, qui est juste totalement folle, et ça donne encore plus envie à des stars internationales de venir catcher devant le public français. Et nous, on est gagnants parce que de ce fait, nos talents français affrontent des stars internationales, puis sont appelés pour aller se déplacer sur la scène internationale. Donc on est vraiment sur une espèce où là aussi, nous, les planètes s'alignent, et la scène française est vraiment en train d'exploser. Bah oui, et puis en fait, on a aussi de très bons catcheurs à la WWE, enfin des anciens. Moi je me souviens du fameux match Hulk Hogan contre André The Giant, et ce moment où t'as Hulk Hogan qui soulève quand même 200-250 kilos à bout de bras. Sur le coup je me dis c'est possible, mais tu peux être forcément que dans la hype. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres de Français qui ont une belle carrière dans le catch américain. Mais justement là à la Paris Manga, j'ai rencontré du coup une association de catch français, et justement ils étaient un peu déboussolés, il n'y avait pas trop de monde dans leur stand, et justement ils se sentent un peu pas reconnus parce que justement c'est du catch français et qu'il y a très peu de médias ou très peu de diffusion de leur sport. Est-ce que toi du coup tu vois si le catch français est reconnu à sa juste valeur, même sur des petites divisions, même sur ça doit pas être unifié, donc du coup c'est peut-être plus compliqué, quoi. Clairement, alors le problème de diffusion, on pouvait nous poser la question il y a de ça 7 ou 8 ans, et en effet aujourd'hui la priorité, enfin à l'époque la priorité du catch français c'était de pouvoir rémunérer correctement ses artistes, proposer des cartes solides, mais en termes de diffusion, il n'y avait pas suffisamment de choses extérieures qui venaient du coup s'y intéresser. Donc
tout le monde a développé, enfin la plupart des structures françaises ont développé justement des moyens de production pour au moins filmer les shows, les monter, les mettre en disposition pour la plupart gratuitement sur YouTube. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on retrouve sur YouTube. Mais venant de YouTube moi-même, si tu sais pas, tu vois pas, et l'algorithme n'est pas toujours suffisamment bien fait pour te dire au fait il y a du catch près de chez toi, il y a le show complet sur YouTube, ça peut être de la top quali, si tu passes à côté, c'est là où moi j'essaye d'intervenir, parce que mon but c'est, en parlant de catch américain, d'essayer d'amener aussi les gens à aller voir du catch français, à le découvrir en tout cas et découvrir les talents, c'est d'essayer de donner plus de possibilités de voir ce qui se passe dans le catch français et d'y amener également des moyens. On est en train de travailler, je sais avec BZW, mais je sais que plein de structures y travaillent pour amener des diffusions directes. Donc évidemment avoir une régie, un plateau, j'en vois un très très beau ici de plateau. T'as envie de voir ça en fait s'imposer, on va dire, dans les incontournables des diffusions du catch français, à savoir des diffusions directes sur Twitch avec un bon cast, avec vraiment des accroches dans les codes de ce qui se fait aujourd'hui sur internet. Et on va pas se mentir non plus, ce serait bien d'avoir une petite marque, un petit sponsor, quelqu'un qui vient rajouter quelque chose, qui vient de rajouter une petite aide financière, parce qu'en plus de ça, on le sait, les fans de catch français n'ont pas eu peur de craquer la tirelire pour aller voir le show à Lyon qui coûtait excessivement cher. On en reparle encore aujourd'hui. Ça a été même un record de la meilleure gate ever faite dans une arène de WWE, un record qui a été battu parce que les prix là-bas sont en train d'exploser, ça monte de plus en plus, donc maintenant tous les mois ils vont battre le record, mais à l'époque c'était important de battre ce record là. Donc les marques, on l'espère, vont venir nous donner un petit coup de pouce pour pouvoir avoir des moyens de production totalement fous, hein. Je salue au passage Carnage s'il veut venir produire du catch un jour, parce que c'est ce qui l'a inspiré à faire ce qu'il fait aujourd'hui sur internet pour l'e-sport, tout ça. Mais voilà, si on veut arriver à ces niveaux de production, on a besoin d'une petite aide, on a besoin d'un petit coup de pouce des marques. Mais je suis sûr en plus qu'il y a des marques qui seraient chaudes, type je sais pas moi, Red Bull ou des trucs comme ça, qui aiment bien le sport un peu diffusable, médiatique. On essaye, on fait les connexions, on essaye de travailler, c'est tout le travail de l'ombre là qui est en train de se faire, mais on y arrivera, on va y arriver, fatalement on va y arriver. Et toi de toute façon tu as certains contacts, un certain réseau aussi là-dessus pour commence à le développer de plus en plus, c'est le but aussi. C'est le but aussi. L'ambition, si je devais donner un petit peu mes ambitions à moyen terme, c'est de pouvoir régulièrement diffuser sur ma chaîne Twitch du catch français et donner toujours autant envie à des gens de pouvoir le suivre, venir donner de la voix également sur les spectacles et donner également du following à des catcheurs français qui ont absolument pas à rougir de leur niveau quand on voit les stars internationales. Et surtout aujourd'hui les stars internationales, quand elles viennent affronter les catcheurs français, elles se disent ok, il y a des mecs qui sont vraiment très très bons et qui valent le coup et qui mériteraient peut-être d'exploser sur des scènes encore plus grandes. Et on sait que c'est un processus un peu inévitable si on veut, comme tu parlais tout à l'heure d'André le Géant, revoir des catcheurs français à la WWE, pas seulement dans le rôle du français avec un béret, une baguette, mais dans le rôle du catcheur qui peut devenir champion du monde un jour. Qui peut être vénère quoi, non, mais j'avoue. Voilà, on veut notre Batista français quoi. Mais du coup, pour toi, c'est possible d'avoir un genre de WWE français avec un peu d'effort et avec beaucoup d'argent quoi. Alors avec beaucoup d'argent, donc là maintenant je vais appeler peut-être Amine, si tu veux venir. Il aime bien le catch, Amine. Il a été capable d'organiser des trucs de ouf, donc why not. WWE, ils sont intouchables. Ils sont intouchables, mais ils ont unifié, ils ont fait des choses. Ils mènent bien le sport, le catch américain en tout cas, sur un bon truc, surtout qu'ils ont maintenant SmackDown et Raw, là, qui sont deux compétitions encore un peu différentes. Et surtout, ils viennent de signer un partenariat pour être diffusé sur Netflix. Mais là, ça va lâcher énormément d'argent à partir du mois de janvier. Et là, ça leur fait des rentrées de ouf. C'est-à-dire que Netflix, sur leur offre, a battu les propositions faites par les chaînes de télé. Netflix a battu les offres de la Fox, par exemple. Mais du coup, il n'y a pas de diffusion en direct. Ah si, Netflix passe sur du direct. Maintenant c'est du direct. Ils commencent à faire des diffusions d'événements en direct Netflix, tout à fait. Le combat de boxe qu'ils vont faire entre Jake Paul et Mike Tyson va être diffusé en direct. Donc ça arrive, le direct arrive comme ça arrivait également sur Prime et comme ça arrivera sur d'autres plateformes. Le direct arrive et de ce fait il y a l'émission majeure de WWE, Monday Night Raw, qui a été rachetée en exclusivité pour Netflix. Il y a juste en France où on n'aura pas encore apparemment WWE sur Netflix parce que la chaîne de télé, le groupe Media One a renouvelé les accords pour avoir toujours l'exclusivité du catch. Mais ça sera disponible dans plein d'autres pays, dont les États-Unis. Et à partir de là, les fans de catch savent comment on utilise un VPN, je pense, aujourd'hui. Et ils sauront se débrouiller. Et parce qu'aujourd'hui, le catch en France est diffusé sur quelle chaîne ? Alors aujourd'hui, le catch en France, le catch américain, donc WWE est diffusé sur la chaîne AB1 et pour les amis de la francophonie belge et suisse sur la chaîne AB Explore. C'est, si je dis pas de bêtises, le mercredi soir en prime time, le samedi soir en prime time. Et il y a également la structure concurrente de WWE
WWE qui s'appelle All Elite Wrestling, qui a à peine 5 années, mais qui a reçu un petit coup de pouce financier, qui a quand même beaucoup de grosses stars également, qui elle est diffusée sur la chaîne Warner TV Next le mardi soir à partir de 21h et le jeudi soir à partir de 21h. C'est une excellente alternative par rapport à ce qui se passe à la WWE. Et de ce fait, c'est bien, quoi. Il y a encore plus de catch disponible à la télévision. Alors, à la télévision française, il y a, je crois, à peu près quelque chose comme 12 ou 13 heures de catch diffusées hebdomadairement. Oui, mais sur des chaînes payantes, pas sur la TNT du coup. Oui, les chaînes AB1, Warner TV Next. On a eu l'équipe, ils se sont dit on s'arrête un petit peu, mais message à l'équipe TV, rediffuser du catch. Ça date parce que j'ai dit l'équipe TV, je crois que ça se dit même plus l'équipe TV, je crois que c'est juste l'équipe maintenant. J'ai connu le catch sur l'équipe 21 à un moment, donc il y avait la Ring of Honor, une petite structure américaine qui a été diffusée en 2016, si je dis pas de bêtises, et c'était la TNT quoi. Putain, ça j'avoue, c'est stylé ça par contre. C'est plutôt cool. Pour toi, l'évolution du catch, c'est censé arriver de quelle manière? Parce que n'importe quel sport évolue d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans sa manière dont les joueurs jouent, que ce soit sur les règles ou des trucs comme ça. Est-ce que ça va être de plus en plus impressionnant? Là aujourd'hui, ce qui a changé la donne, notamment pour WWE, ce qui fait qu'ils ont battu des records de visionnage, c'est leur mainmise sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont la capacité dans leur écriture à rendre énormément de choses virales. Genre dans la route de WrestleMania au mois de mars, The Rock qui redébarque, qui a son personnage de Final Boss et qui est vraiment le méchant arrogant, limite patron de la compagnie qui vient briser les rêves des gentils. C'est assez fascinant, hein, toujours avec son ego, il parle de lui à la troisième personne, etc. C'est-à-dire que The Rock va totalement à l'encontre de ce qu'il fait dans le monde du cinéma, où il doit avoir une image très très lisse, où faut surtout pas le voir en difficulté ou autre. Et là en fait il a accepté d'avoir le mauvais rôle parce que dans l'histoire qui était racontée niveau catch, il pouvait incarner le méchant. Et je pense qu'il a pris un plaisir de fou à incarner le méchant. Donc ça, The Rock débarque, il se passe un truc avec lui, c'est 90 millions de vues en 24 heures sur Instagram. De toute façon, The Rock, il n'a plus rien à foutre. Il est l'acteur le mieux payé des États-Unis. Donc il est établi, mais je repense à ce qui s'est passé en 2023. Le rappeur Bad Bunny qui a pris part à un match à Puerto Rico et qui a fait un excellent match de catch. Ah ouais, c'est le genre de truc, c'est le genre de connexion qui ont l'air un petit peu improbable. Tu te dis, t'es le rappeur latino-américain le plus écouté sur Spotify. Tu te frites avec un mec du catch et tu te retrouves à catcher devant ton public à Puerto Rico, devant une foule en délire. Et évidemment, en fait, ça va ramener des gens qui ne sont pas de la culture catch à s'intéresser au catch parce que Bad Bunny y a fait un match. Et je pense que ce genre de connexion entre le monde, on va dire de la pop culture globalement avec celui du catch, c'est de plus en plus possible parce que WWE aujourd'hui, ils savent former des gens qui viennent juste pour faire des piges. Et on sait pas, peut-être qu'un jour on aura, nous on se posait la question dans les années 90, c'est qui le plus fort entre Stallone et Schwarzenegger. Aujourd'hui WWE, ils peuvent se dire ok, mais c'est qui le plus fort entre, je sais pas moi, Taylor Swift et Sabrina Carpenter. Tu peux faire ça en fait, tu peux raconter ce que tu veux. Et en fait, il n'y a pas de limite. Et ce qui évolue toujours, c'est les immenses moyens de production qu'ils ont. Bah grave. Non, les caméras ça s'améliore, la production vidéo elle est dingue et c'est vraiment la propagation de ces clips, de ces vidéoclips très viraux sur les réseaux sociaux avec les formats short ou autre, ça fait la diff. Bah oui, non mais j'avoue, et encore une fois, le WWE marche sur un tas d'or complexe et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est pour ça qu'ils commencent à faire des shows en Europe, un peu partout. Il y a une communauté derrière qui va suivre coûte que coûte, donc du coup c'est ça qui est le plus important. C'est même plus une communauté, c'est des millions de personnes, donc du coup forcément c'est... Et elle est très engagée. En fait, le catch, t'es sur la saison finale de Game of Thrones, donc tout le monde fait ses théories. Ouais. Sauf que nous, c'est toutes les semaines. Non, mais c'est ça. Voilà. Nous, on vit le climax de Game of Thrones, on peut le vivre presque toutes les semaines dans le catch aujourd'hui. Donc, si ça vous manque des fois, si vous regardez des séries télé et vous vous dites il va falloir attendre un an pour voir la saison prochaine, le catch, ça s'arrête jamais. Bah, c'est ça. Non, mais je te dis, moi, quand je regardais le catch sur NT1, c'était oh putain, incroyable, il y a un match contre Triple H et je sais pas, moi, Rey Mysterio, j'avais trop stylé, quoi. Puis au milieu du match, il y a un autre mec qui débarque, il y avait rien n'a de sens et tout, mais t'es trop hypé d'attendre de voir si t'as ton catcheur préféré qui arrive, de voir qui va gagner entre un mec qui se prend une branlée mais finalement il a un revival qui permet de lui faire des trucs, de donner le coup final et tout. Et quand ça dérive où les mecs qui font des sauts de 20 mètres pour laisser écraser sur d'autres gars et tu te dis est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un secret pour personne, c'est un métier de cascadeur. Et en fait, c'est vraiment un art, le catch à part entière, qui vient s'inspirer en effet de plusieurs sports de combat pour justement lui conférer un aspect crédible, un aspect qui permet à toi en tant que téléspectateur de suspendre ton incrédulité. C'est la base des bases. Mais à partir de là, en alliant tous ces codes-là, tout est au service d'une histoire que tu veux raconter, de l'ascension d'un héros, de la montée en puissance d'un méchant. Tu peux garder deux catcheurs
catcheurs éloignés pendant 1 an et le jour où ils vont se retrouver, tu sais très bien, même avant que ce moment ait lieu, au moment où ils vont se retrouver, tu sais que ça va exploser. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est vraiment de se créer la hype parce que à un moment donné, quand tu suis le truc, tu fais bah attends, c'est qui le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? Non mais c'est ça. Tu vois, c'est qui le plus fort entre Batman et Superman? Et c'est exactement ce que le catch est capable de faire. Le catch a inventé le principe des multivers avant que le multivers existe. Mais non, mais c'est ça qui est trop bien, quoi. Et du coup, toi, t'es sur Twitch, tu fais de la diffusion, mais pas, du coup, tu fais pas de la diffusion de la WWE, toi, c'est pas possible. On regarde des archives en soum-soum, on va dire. S'ils mettent des extraits, je veux dire, sur YouTube, ça nous arrive de regarder, on va dire, des choses un petit peu plus historiques. Généralement, après, je fais surtout du live react, des gros événements, des gros pay-per-view diffusés aux États-Unis, des fois même en pleine nuit, où là, en effet, je diffuse pas d'image, c'est juste ma voix qui relate et mes réactions qui relatent ce qui est en train de se passer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont 2 écrans, un écran où c'est moi qui parle et un écran où c'est le show qui est actuellement diffusé. Ben voilà, on sait se débrouiller. C'est une bonne alternative, même au foot, il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens qui font ça, donc dans le catch, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas non plus. Après, bah, tout simplement, discuter de l'actualité. Quelque chose qui est réel et je le vois encore aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais en dédicace, j'ai des files d'attente longues et je sais que les gens vont se parler entre eux parce que en fait, il n'y a pas plus passionnant par moment de voir 2 fans de catch se rencontrer pour la première fois et discuter de ses préférences ou de dire ah bah j'ai regardé tel truc, t'as qu'à aller voir ça ou autre. C'est toujours hyper intéressant de voir bah moi je préfère Roman Reigns, bah non, oui, Roman Reigns. C'est ça qui est trop et bon, soit ils finissent les meilleurs amis du monde, soit ils finissent par se taper dessus et là on doit intervenir. Mais en fait c'est ça qui est bien, quoi. C'est l'interaction des fans de catch. C'est un peu comme le fameux cliché de 2 fans de métal. Il y en a un qui a un t-shirt de Pantera, un de Motorhead, ils se croisent quelque part, ils se disent non c'est pas possible, toi aussi. C'est à peu près pareil, quoi. Les fans de catch, ils ont des signes distinctifs, mais quand ils se retrouvent, ils sont quasiment sûrs de s'apprécier, d'être heureux, quoi. C'est des méchants de façade, quoi. Bien sûr, évidemment. Et bah super, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé du catch. Avec plaisir. C'est un sujet hyper cool, même si c'est de niche. Merci de l'invitation, en tout cas. Et merci, et puis on se retrouve dans 2 secondes pour la prochaine interview avec Khalid Derson.